Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le début de notre cours sur l'Asie du Sud et de l'Est, et plus particulièrement sur les questions du Japon et de la Chine, puisque cette question avait, en tout cas pour la plupart d'entre vous, retenu votre attention et vous étiez curieux d'en connaître plus, ce pourquoi je fais ce cours maintenant. Alors, je pense que le cours va être réparti en 3 parties, puisque notre cours est constitué de 3 parties différentes. Et les parties seront plus ou moins longues, donc j'espère pouvoir retenir votre attention. Et nous commençons dès maintenant ce chapitre, qui fait partie du coup du thème sur les grandes aires continentales. Donc on a déjà vu l'Amérique. Maintenant, on va s'intéresser à l'Asie du Sud et de l'Est, et notamment les enjeux de la croissance. Donc ce chapitre, on ne l'a pas encore fait, on le verra peut-être plus tard. Pour le moment, on va s'intéresser au chapitre plus spécifique sur 2 pays, comme on avait vu pour l'Amérique avec les États-Unis et le Brésil, cette comparaison. Là, on va avoir une comparaison entre 2 pôles de puissance au niveau de l'Asie, le Japon et la Chine, concurrence régionale, ambition mondiale. Et vous allez voir que ces 2 pôles de l'Asie sont les pôles principaux et qu'ils jouent entre interdépendance, donc nécessité l'un de l'autre, mais également entre concurrence. C'est ce que nous exprime très bien cette caricature qui nous montre 2 hommes se serrant la main, un Chinese economy, l'autre Japanese economy, qui se disent en se serrant la main « we need each other », donc on a besoin l'un de l'autre, avec derrière des individus qui brandissent des pancartes, l'air comment dire, de se disputer, de se gronder, d'accord, avec écrit politics. En réalité, c'est bien ça le problème. C'est que le Japon et la Chine ont des économies qui semblent rivales, qui le sont sur beaucoup de points, mais ils ont aussi énormément besoin l'un de l'autre pour pouvoir faire fonctionner leur économie. On verra sur quel point ils ont besoin l'un de l'autre. D'un autre côté, d'un point de vue de la géopolitique, mais aussi de la politique mondiale, d'accord, les 2 puissances sont en rivalité constante sur le point de vue politique, puisqu'elles n'ont pas du tout les mêmes ambitions. Elles n'ont pas aussi le même rayonnement planétaire, que ce soit en politique ou au niveau de la culture, ce que nous allons voir. Donc, dans un premier temps, après la Seconde Guerre mondiale, le Japon s'est affirmé comme une véritable puissance régionale asiatique, d'accord. Quand on parlait par exemple des triades, on mentionnait avant le Japon, maintenant je vous ai dit qu'il fallait intégrer la Chine, mais tout d'abord on intégrait le Japon. Donc dans un monde qui est plutôt centré sur l'Occident, puisque les 2 autres pôles dits de la triade étaient l'Europe, l'Union européenne, mais également l'Amérique du Nord. Donc c'était un monde occidental, et d'un point de vue oriental, la véritable puissance était le Japon. Cette hégémonie japonaise, elle est peu à peu remise en cause par la Chine, qui est actuellement la 2e puissance économique mondiale. D'accord ? Il faut savoir que c'est à partir de 2010 que la Chine a pris la place qui revenait au Japon depuis 1968, puisque le Japon était avant la 2e puissance économique mondiale, aujourd'hui 3e. Et aujourd'hui, la Chine, elle va concurrencer par bien des aspects la superpuissance américaine. Donc, elle fait vraiment image de pôle rival, d'accord ? Donc, c'est là où c'est très important. La problématique qu'on va se poser, c'est donc comment s'est manifestée et se manifeste la rivalité entre ces 2 États dans leur région, en Asie du Sud et de l'Est, mais aussi à l'échelle planétaire. Voilà. Donc, une question qui intègre un petit peu d'histoire, puisqu'un peu de passé, on va remonter à juste après la Seconde Guerre mondiale, mais également plusieurs échelles géographiques, donc une échelle régionale et une échelle planétaire. L'échelle locale est ici peu intéressante, à part dans certains cas très précis, puisqu'on marche vraiment sur une régionalité dans la puissance. Grand 1, et ça va être l'objet de notre cours aujourd'hui, notre première partie du cours, de grandes puissances économiques mondiales. Car oui, ces 2 pays, comme vous pouvez le voir sur la carte, qui sont extrêmement près l'un de l'autre et qui sont
qui rayonnent sur la mer de Chine, vont être deux pôles économiques très importants dans le monde. Ils ont une trajectoire économique, ces pays qui présentent des similitudes, même s'ils sont très différents par beaucoup de points, on va le voir. Ces deux pays, tout d'abord au niveau des similitudes, qui ont été longtemps repliés sur eux-mêmes par nécessité en fait de se développer, puis peu à peu qui ont été contraints par l'Occident à s'ouvrir dès la deuxième moitié du 19e siècle. Donc à s'ouvrir soit par la colonisation, comme on l'a vu par la Chine, qui, vous le savez, a été colonisée par de nombreuses puissances européennes, soit par le commerce accru, notamment le Japon, qui a dû faire un commerce très très important avec le Portugal. Après la guerre, donc après la Seconde Guerre mondiale, ils vont suivre un modèle de développement qui va être fondé sur les exportations, qui va être aussi fondé sur l'industrie. C'est ce qu'on va appeler la haute croissance japonaise entre 1955 et 1973 et les 30 glorieuses chinoises entre 1978 et 2008. Donc on n'est pas sur des temporalités qui sont les mêmes, d'accord ? Le développement de la Chine sera plus tardif que celui du Japon. Et donc on va essayer de voir dès maintenant un petit peu les trajectoires différenciées de ces deux pays. Avec notre grand A, le Japon, une puissance établie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le Japon, il a une tradition industrielle qui est très 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 ancienne, puisqu'en 1868, le Japon amorce son décollage industriel. Il faut savoir que ce décollage industriel, donc, il est un petit peu encouragé par les puissances européennes, qui, elles, avaient déjà fait leur révolution industrielle depuis longtemps, et qui avaient besoin de puissances qui entament aussi leur décollage industriel un peu plus tardivement. Pour le Japon, tout simplement pour s'enrichir, d'accord, pour se développer, et pour les puissances européennes, pour avoir de la concurrence, pour avoir des produits moins chers, etc. C'est le premier pays asiatique à développer une industrie dans cette période de dite révolution industrielle. Alors, c'est la deuxième révolution industrielle, on est d'accord, puisque la première, elle est à la fin du 18e. Donc, on est quand même pratiquement un siècle plus tard, mais c'est vraiment la puissance industrielle qui va se développer dans cette région du monde à ce moment-là. Bien évidemment, ce décollage industriel, il se fait lentement, mais il va s'accélérer avec la Seconde Guerre mondiale. Et donc, le développement économique du pays va s'accélérer en conséquence de ce développement industriel. Donc, vous voyez sur le petit graphique que je vous ai mis juste en dessous, la trajectoire japonaise au niveau tout simplement de l'économie, d'accord, qui va s'accélérer, on le voit, à partir de 45. Donc vous voyez, entre 29 et 45, on a une baisse. Bon, cette baisse, elle est expliquée par plusieurs choses. Déjà par la guerre, puisque le Japon a été une puissance qui a fait la guerre du côté du Reich allemand, mais également par la crise économique mondiale de 1929. Donc on a eu vraiment une base. Et vous voyez, juste après cette Seconde Guerre mondiale, on va avoir une hausse drastique de l'économie, d'accord, de la croissance économique, une hausse qui va se faire moins intensément que celle de la France, par exemple, si on peut un petit peu comparer, mais qui va être plus puissante dans le temps, puisqu'on voit que la courbe japonaise dans les années 90, 2000, 80, etc., est beaucoup plus haute que celle française. Donc on a une véritable croissance économique, on a un véritablement développement économique du Japon. Donc, il ne faut pas négliger cela. Donc, tout d'abord, on a une première phase, c'est la phase de 1955 à 1980. C'est une phase de haute croissance. Cette phase de haute croissance, elle est due notamment à quelques groupes industriels qui se développent dans ces années-là et qui vont vraiment se développer et constituer de véritables puissances économiques dans de nombreux domaines, mais surtout dans celui de la haute technologie. On reviendra dessus un peu plus tard quand on verra l'importance de ces entreprises. Durant cette période, donc celle de 1955 à 1980, le PIB évolue énormément et le Japon obtient le rang de deuxième puissance économique mondiale dès 1968. Donc, vous voyez sur l'évolution du PIB par habitant, d'accord, ce PIB par habitant qui est très 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 important, d'accord, et qui montre un peu la progression rapide que le Japon fait, sachant qu'ils ont une importante population puisqu'on est à plus de 100 millions d'habitants. Hein.
Donc, vous voyez à quel point, justement, après la guerre de 1945, d'accord, on est sur une augmentation presque constante avec quelques bas. Vous voyez ce petit bas-là qui est dû à la crise économique de 73, d'accord. Pareil, là, on a un petit sursaut à cause de 79. Mais globalement, d'accord, un PIB par habitant qui ne fait que croître, mis à part, bien sûr, en 2008. On a une baisse sensible de ce PIB par habitant. On a également un pays donc très riche qui obtient un IDH très élevé. Donc dans la période à laquelle on a un IDH pour le Japon de 0,861, donc en 1975, alors que la même année, on est à 0,856 pour la France. Donc on est sur quelque chose de sensiblement égal, mais qui est quand même un bon indicateur de développement du pays, d'accord. Il faut savoir que vous avez sur cette petite infographie, d'accord, les places actuelles, donc au classement actuel du PIB, et on voit que c'est quelque chose de l'IDH, excusez-moi, quelque chose qui n'a pas cessé d'être pour le Japon, puisque le Japon est à la 12e place en IDH, d'accord, contre la France en 20e place. Donc le Japon a continué à évoluer positivement et à renforcer son PIB qui est aujourd'hui de plus de 0,9, d'accord, sachant que vous voyez, vous avez les 10 premiers, Norvège, Australie, etc. Son PIB par habitant, donc comme vous l'avez vu, il est très fort. Alors là, vous aviez sur ce graphique le PIB par habitant du Japon en yens, d'accord, voilà. Et donc là, si on le transforme en dollars par habitant, on est à 4659 dollars par habitant en 75. Alors à cette même époque, celui de la France est au-dessus, vraiment au-dessus, d'accord. Cependant, le Japon est du coup un peu plus développé dans d'autres niveaux comme l'espérance de vie et le niveau d'éducation, puisqu'ils ont un meilleur PIB, IDH, excusez-moi. Aujourd'hui, en 2019, donc le Japon, c'est 2019 parce que c'est les derniers chiffres qu'on a. Le Japon est la 3e puissance économique mondiale, donc bien évidemment devancé par la Chine. Alors attention quand vous regardez les classements des PIB, et notamment des puissances économiques, vous avez souvent l'Union européenne en 2e. Bien évidemment, elle a un PIB cumulé qui est à la 2e place, donc au-dessus de la Chine hein, quand même. Mais voilà, on ne peut pas comparer une organisation régionale et un pays. C'est pour ça que je le mets un peu de côté et que je compte bien le Japon comme étant la 3e puissance et la Chine la 2e. Donc faites attention à essayer de comparer le comparable. Hein. On a du coup au Japon des firmes transnationales parmi les plus puissantes au monde et notamment qui ont un très grand savoir-faire dans de nombreux domaines et secteurs. D'accord. Donc vous avez le secteur de la robotique, de l'électronique, de l'informatique, de l'automobile, etc. qui est très très performant au Japon. Vraiment, au cours de ces années, ils se sont spécialisés dans l'innovation et dans les biens à haute valeur ajoutée, notamment dans le niveau de l'informatique, etc. Ce qui leur permet d'être concurrentiel, d'accord, par rapport à la Chine. On a des entreprises comme Toyota, comme Sony, comme Toshiba, comme Nintendo qui font vraiment leur renommée. L'avancée de ces entreprises, leur puissance, elle vient d'avancées technologiques et notamment d'innovation permanente, d'accord. Ces entreprises, elles innovent sans cesse, ce qui leur permet de maintenir une place dans la concurrence mondiale. Alors, je vais vous donner un exemple. Avec Toyota, comme vous le voyez sur ce petit graphique, est le 2e constructeur automobile au monde par nombre de véhicules vendus en 2018. Donc, c'est conséquent. Il n'est pas très très loin de Volkswagen d'ailleurs. Et donc, on voit vraiment qu'il va devancer certains groupes qui sont très importants, comme General Motors, qui est un groupe américain, etc. Donc, on voit à quel point le développement de Toyota, il est efficace. Pourquoi il est efficace? Parce que dans les années 80, Toyota va inventer un peu un nouveau mode de production qui s'appelle le toyotisme. Donc ça, c'est un peu des cours d'économie, si vous cherchez. Vous pouvez chercher si ça vous intéresse.
mais qui base notamment sa production sur ce qu'on appelle les flux tendus. C'est-à-dire, ils n'avaient pas de stockage puisque, voilà, ils créent un peu des voitures à la demande, personnalisées. Donc, ce qui permettait un petit peu aux, aux gens en fait de commander leur voiture personnalisée, d'ajouter de la plus-value, etc. Et ça faisait qu'ils n'avaient pas de frais de stock, etc. Et ça leur permettait de faire plus de profit. Donc voilà. On peut prendre d'autres exemples aussi de ces succès avec, vous voyez à droite, un autre graphique, excusez-moi, avec les consoles les plus vendues de tous les temps dans le jeu vidéo au monde. Donc c'est un classement qui date de 2016. Aujourd'hui peut-être le classement serait un peu différent. Et vous voyez donc sur toutes ces consoles, donc nous en avons 10 sur ces 10 consoles, d'accord. Il y en a une seule qui n'est pas d'origine japonaise, la Xbox 360, puisque nous avons, vous voyez, la PS2, la PSP, excusez-moi, qui sont du groupe Sony, qui est lui-même japonais. Puis vous avez la Wii, par exemple, ou la NES, d'accord, qui sont des consoles de Nintendo, qui est aussi japonais. Donc vous voyez à quel point dans certains secteurs, soit les entreprises japonaises sont très performantes, soit elles occupent l'intégralité du marché, d'accord, parce qu'on a très peu de marché pour les consoles de jeux vidéo pour les autres constructeurs. Il faut savoir aussi que ce qui est très intéressant, c'est que on a vu qu'ils étaient très performants dans la robotique, mais c'est également parce qu'ils utilisent beaucoup les outils qu'ils produisent, notamment parce que l'industrie japonaise possède 45 du parc mondial des robots. Donc c'est conséquent. Alors ça risque aussi de s'agrandir avec le temps. On risque aussi dans d'autres espaces comme l'Amérique et l'Union européenne d'avoir recours de plus en plus à des robots. Mais pour le moment, ils sont leurs premiers, si vous voulez, leurs premiers clients. Ce qui leur permet d'être très compétitifs et de savoir ce que le client attend d'eux presque en direct, si vous voulez. On a une économie japonaise qui est globalement, je dis bien globalement, diversifiée, même s'il y a des limites. Déjà, ils sont le 4e exportateur mondial dans pas mal de... Enfin, si on prend en quantité totale des exportations, d'accord. Mais ils ont également une très grande puissance financière, notamment parce que la bourse de Tokyo, elle prend de plus en plus d'importance et parce que dans les années 90, le Japon était le premier investisseur mondial, donc le premier en IDE, d'accord, ils investissent énormément à l'international, et aujourd'hui, dans les derniers chiffres que l'on a, donc de 2017, c'est le second, après les États-Unis. Donc on voit à quel point ils investissent. Vous pouvez le voir notamment avec cette carte qui vous montre donc les principaux investissements directs à l'étranger en 2010. Donc vous voyez qu'on est sur 66 millions de dollars pour le Japon. Donc ça en 2010, ça date un peu, mais on peut quand même s'y fier puisque ça reste globalement la même chose. Et vous voyez qu'ils investissent énormément. Là, on est sur de l'investissement en Asie, mais ils investissent également dans d'autres pays, notamment en Europe et aux États-Unis. Alors pourquoi j'ai voulu vous montrer cette carte? Parce qu'elle pourra être pertinente à un autre moment, donc gardez-la en tête, puisqu'on voit qu'en Asie, ils investissent particulièrement en Chine. Et on va voir pourquoi ils investissent en Chine. Et du coup, on va voir que la Chine va être un petit peu dépendante du Japon à ce niveau-là. Voilà. Il y a aussi une mégalopole qui est très importante. La mégalopole asiatique, avant d'être une mégalopole asiatique, c'était une mégalopole japonaise. Et donc, ce qu'on appelle l'axe Tokyo-Osaka, ce sont un bon nombre de métropoles mondiales qui forment une mégalopole mondiale. Donc, je vous rappelle, mégalopole, on a une forte densité de population, d'activités et d'échanges qui se font sur l'échelle mondiale. Donc, vous le voyez sur cette carte. Alors, pareil, cette carte date un peu. J'en ai pas de nouvelles, mais ça vous permet à peu près de voir. Donc, on a cette mégalopole japonaise qui, voilà, s'est étendue à une mégalopole asiatique en prenant en compte Pékin, Shanghai, Hong Kong, d'accord, voire Singapour dans certains cas. Donc on voit à quel point, d'accord, cette mégalopole, elle est vraiment étendue. On garde les deux groupes de métropoles, excusez-moi, principaux. Donc c'est Tokyo,
Yokohama, Chiba qui est le premier groupe, et ensuite on a Kobe, Osaka, Kyoto qui est le second groupe, qui sont vraiment là où on a concentré l'activité économique au Japon et qui ont un rayonnement planétaire. Planétaire par plusieurs biais, d'accord, puisqu'ils ont des grands ports mondiaux, qu'ils ont également de grands aéroports mondiaux, et qu'ils consacrent une grande partie de leur activité, notamment aux échanges mondiaux, via des flux commerciaux ou des flux de capitaux, notamment grâce à cette façade maritime pacifique, d'accord, qui est très très importante pour le Japon. Donc on a vraiment un axe de développement très très considérable et on va dire une mégalopole qui est inscrite dans le temps, d'accord, et qui est très dynamique d'un point de vue économique. Mais bien entendu, même si on a beaucoup d'atouts avec l'économie japonaise, on a aussi des défauts et notamment des limites. À partir des années 90, et notamment parce qu'on a eu quelques crises économiques à ce moment-là, on va avoir un ralentissement de l'économie du Japon. Notamment, on va avoir, pour vous comparer, une croissance du PIB qui va être environ à 1% en 1994 contre 8,4% 20 ans plus tôt. Donc on voit vraiment la différence sur ce taux de croissance. De plus, on a un pays qui est de plus en plus dépendant des importations en matières premières et du coup qui va dépendre un petit peu des fluctuations mondiales à ce niveau-là. Vous le voyez sur ce petit graphique qui montre le commerce extérieur en exportation et en importation en 2018 en valeur du Japon. On voit par exemple pour les importations qu'au niveau des combustibles minéraux, donc tout ce qui va être hydrocarbures, on est à 23% des dépenses. Donc c'est considérable, c'est le plus gros secteur de dépenses du Japon. Donc c'est considérable et ça fait réfléchir sur justement comment sortir de cette dépendance envers certains espaces comme par exemple le Moyen-Orient. Vous pouvez aussi jeter un coup d'œil aux exportations qui suit à peu près, si vous voulez, les secteurs un petit peu phares, d'accord, de l'économie japonaise, comme on l'a dit tout à l'heure. Produits manufacturés, des machines avec la robotique, les appareils électriques avec tout ce qui va être informatique, haute technologie, etc. Donc on est sur à peu près ce qu'on a décrit auparavant. La seconde limite, c'est bien évidemment le risque naturel et technologique qui est très élevé au Japon. Pratiquement tous les ans, on a des typhons, voire des tremblements de terre. Bon, des tremblements de terre, on en a tous les ans. Et on a du coup très fréquemment des tsunamis. C'est le cas de ce qui s'est passé avec ce qui s'est passé en 2011 à Fukushima. On a eu un tremblement de terre qui a causé un tsunami sur Fukushima, une ville du nord du Japon. Cette même ville avait près des côtes une centrale nucléaire qui du coup avec le tsunami a créé un accident nucléaire. Donc forcément ça a un impact économique puisqu'ensuite il faut reconstruire, sécuriser, etc. Et forcément, du coup, c'est un peu une limite de l'expansion du Japon. De plus, la troisième grande limite qu'on a au Japon, c'est la crise démographique. Donc ça, on pourrait le voir plus en détail dans l'autre chapitre sur cette ère géographique, sur l'Asie, qui regarde développement économique et développement démographique. On compare un petit peu. Là, c'est un gros problème du Japon. Déjà, on a un taux de fécondité qui est très faible au Japon, puisqu'on n'a pas du tout de politique en fait qui encourage la natalité. Il faut savoir que les études au Japon, elles coûtent très cher, qu'il n'y a pas particulièrement d'aide pour les crèches, etc. Que l'accouchement, ça coûte également très cher, une grossesse, ça coûte très cher et qu'il n'y a pas de remboursement non plus. Donc, c'est pas forcément encourageant. De plus, les femmes, vous le savez, dans les sociétés post-guerre, ont tendance à beaucoup plus se diriger vers le marché du travail, à chercher à créer leur propre carrière. Et comme il n'y a pas d'aide, pareil, pas de congé maternité long, etc., ni de congé paternité, forcément, les femmes ont plus de scrupules à avoir des enfants. La conséquence de ce taux de fécondité très faible, c'est qu'on a une population qui est très vieillissante. Vous pouvez le voir sur ce graphique à droite. On voit l'âge médian de la population au Japon de 1950 à 2050. Donc on a des prévisions. Et vous voyez qu'il ne fait qu'augmenter. On passe de 1950 à un âge médian de la population de 22,3 ans à, pour 2015, 46,3. Donc on a pratiquement doublé.
Et on pense qu'en 2050, l'âge médian sera 53 ans, ce qui est extrêmement vieux, d'accord? Donc, c'est un véritable problème. Pourquoi? Puisque plus on a de personnes âgées, plus on doit financer leur retraite. Or, si vous avez de moins en moins d'actifs sur le marché du travail, c'est compliqué de financer les retraites. On a le problème actuellement en France. De plus, il faut développer le secteur de la santé, puisque, bien forcément, plus vous vieillissez, techniquement, plus vous avez de problèmes de santé. Donc il faut développer tout ça. Plus, on va avoir de la dépendance des personnes âgées, qui ne sont pas capables de faire leurs courses elles-mêmes, etc. Donc leur donner des aides financières ou essayer de les aider par un moyen ou un autre. Cette dépendance, plus le financement de la retraite qui laisse à désirer, fait qu'il y a de nombreuses personnes âgées qui sont obligées de travailler, même au-delà de 70 ans au Japon. Donc c'est un véritable problème sociétal. Maintenant qu'on a vu un petit peu cette économie et les limites de cette économie au niveau du Japon, nous allons faire exactement la même chose pour la Chine. Donc B, la Chine, l'ascension d'une puissance. Donc alors que le Japon est une puissance établie, on l'a vu déjà dans notre cours sur la Chine, donc là je vais passer assez vite sur la Chine puisque on a déjà fait tout un cours sur la Chine en histoire que vous pouvez réutiliser puisqu'il y a des chiffres très pertinents dedans, qui vous montre la trajectoire économique de la Chine qui s'est fait beaucoup plus lentement que celle du Japon. Donc petit rappel rapide, la Chine c'est un État communiste depuis 1949. C'est une puissance ascendante qui est en construction. Déjà puisque le régime politique est nouveau. Il s'est construit un petit peu sur les vestiges déjà de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi d'un pays qui avait été colonisé pendant des années, qui avait été complètement mis à feu et à sang par le Japon durant la Seconde Guerre mondiale, et qui aujourd'hui, du coup... Et donc oui, c'est une puissance qui a besoin de se construire, a besoin de développer une industrie, a besoin de se trouver. C'est pour ça qu'elle est en construction, qu'elle est ascendante. Excusez-moi. Donc déjà, au début, on est purement sur du socialisme économique, donc c'est-à-dire le communisme. Vous vous souvenez, avec un développement de l'agriculture, de l'industrie, etc. Et peu à peu, on va entrer dans la voie du socialisme de marché vers la fin des années 70 et le début des années 80, avec le chef d'État qui va suivre Mao Zedong, c'est-à-dire Deng Xiaoping. Notamment, ce qui va vraiment lancer ce socialisme de marché, ça va être la création des ZES. Vous vous souvenez, zone économique spéciale, en 1978. Donc vous vous souvenez, en gros, ces zones, elles sont ouvertes au commerce extérieur, elles sont ouvertes aux investissements étrangers, et ça permet en fait tout simplement de s'implanter peu à peu dans la société, dans les marchés étrangers, dans la société capitaliste. Donc, ces zones ZES, vous les voyez sur la carte à droite, donc c'est toutes ces zones en orange en fait, orange voire rouge, qui permettent par leur ouverture d'avoir des échanges très 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 importants avec les pays étrangers, notamment via des IDE, mais également parce qu'ils se développent économiquement via une production industrielle à bas coût. C'est ce qu'on va appeler l'atelier du monde. La Chine va devenir l'atelier du monde. Donc souvent, en fait, et à partir de 1978, les entreprises étrangères, qui avaient souvent d'un besoin en main-d'œuvre important, elles vont délocaliser leur unité de production vers la Chine via des IDE, dans ces ZES, dans ces zones économiques spéciales. Et donc, ça va devenir l'atelier du monde. Ainsi aussi, elle profite d'une bonne exonération fiscale, puisqu'on ne pratique pratiquement pas d'impôts dans ces zones pour attirer un maximum d'investissements étrangers, pour attirer des capitaux. Donc par exemple, vous avez le cas d'Adidas qui a très rapidement, c'est une entreprise allemande, d'accord, qui a eu besoin depuis sa création d'énormément de main-d'œuvre, puisque c'est du textile, d'accord, et donc ils se sont délocalisés dans ces ZES pour profiter des avantages qu'elles offraient. Donc ce que je vous disais, vous le voyez avec la photo en bas à gauche, c'est l'atelier du monde. Par ces délocalisations et le fait que ça devienne l'atelier du monde, puisque la main-d'œuvre est peu chère,
nombreuses et ces investissements sont favorisés, on va avoir des productions qui au final sont exportées dans le monde entier. Puisque pour prendre l'exemple d'Adidas, Adidas va produire en Chine mais va pas forcément vendre en Chine, ils vont vendre en Europe, ils vont vendre aux États-Unis, ils vont vendre dans les pays développés au départ, même si maintenant voilà, c'est plus généralisé avec la mondialisation. Mais du coup, ces produits qui sont créés dans ces usines, voilà, ils sont obligés ensuite d'être rapatriés vers les zones de marché, les zones de consommation. Et c'est pour ça en fait que la Chine devient très très rapidement le premier exportateur mondial. La Chine, c'est vraiment un peu le pays clé pour la consommation mondiale. Vous l'avez vu notamment avec tout ce qui s'est passé dans l'actualité récente avec le coronavirus. Quand la Chine a été fermée, il y avait énormément de domaines où on ne pouvait plus produire, notamment l'automobile, où on était dépendant, comme les médicaments, le textile, tout ça. Ce qui a fait qu'en fait, tout s'est ralenti énormément à cause du fait qu'ils n'exportaient plus. Le gros point fort de la Chine, donc, c'est que via ces ZES et via leur statut d'atelier du monde, pendant 30 ans, leur croissance économique, elle va être extrêmement forte. D'accord ? On a environ 10% de croissance par an en moyenne. C'est extrêmement haut. D'accord ? Il faut savoir qu'actuellement, on est un petit peu à une baisse. Je vous invite à reconsulter votre cours sur la Chine. On voit que ça baisse un petit peu parce qu'il manque d'innovation, parce qu'ils n'arrivent pas à se renouveler, parce qu'il y a d'autres puissances émergentes qui les concurrencent. Et donc, ils sont à 6% par an. 6% par an, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas en Europe, par exemple. Donc, c'est extrêmement fort. Et grâce à ça, la Chine, elle va sortir du sous-développement, donc le statut qu'elle avait après la Seconde Guerre mondiale, clairement. Elle va devenir une véritable puissance émergente à l'époque, donc dans les années 80-90, pour être maintenant une des principales puissances mondiales. D'accord ? Puisque c'est la deuxième puissance économique mondiale. Alors vous voyez cette ascension, on part du 11e, elle était 11e dans les rangs de puissance mondiale, d'accord, en 1980. Elle va arriver rapidement au niveau des années 2000 à la 6e place. Donc l'ascension est quand même fulgurante. Et maintenant, elle va être à la 2e place au niveau du PIB. Donc ça montre à quel point l'ascension, elle est fulgurante. Quand vous voyez les autres courbes, vous voyez par exemple la courbe de la France, elle est plutôt descendante, la courbe des États-Unis est plutôt régulière, etc. On a vraiment une ascension phénoménale. En plus, elle va de plus en plus s'investir dans la gouvernance économique mondiale. Je vous invite à regarder le cours juste auparavant, puisque la Chine va participer au G20, mais aussi à l'OMC depuis 2002. Donc ils vont pouvoir un peu faire peser leur économie dans la gouvernance mondiale. Donc bien évidemment, aujourd'hui la Chine, c'est le premier exportateur mondial de produits industriels. Je pense que je ne vous apprends rien. Mais aujourd'hui, je vous ai dit, il y a des limites, puisque justement, ils ont tendance à avoir une croissance qui est moins importante, puisqu'ils ont du mal à trouver des innovations, etc. Il y a pourtant un secteur où ils arrivent toujours à innover, c'est tout ce qui va être un peu technologie. Ils se penchent de plus en plus sur ça. Donc notamment avec des entreprises qui vont miser sur l'innovation comme Huawei ou Xiaomi. Donc pour vous donner un exemple, donc on a l'exemple de Huawei. Alors excusez-moi, avant cet exemple, j'ai oublié de vous décrire ce graphique à gauche qui montre en fait les importations et les exportations de la Chine en milliards de dollars au cours du temps. Et vous voyez qu'aujourd'hui, voilà, bien évidemment, les exportations sont plus importantes que les importations, donc c'est pour ça aussi qu'il y a de la croissance, mais elles sont vraiment un grand écart, hein. Bon, moins que dans les années 2015, mais quand même un grand écart. Et ça leur permet en fait de déboucher de grands profits. Au niveau des exemples de l'innovation, ce qu'il faut savoir, c'est que Huawei, donc, qui est une marque de téléphonie de constructeurs de téléphones chinoises, qui était inconnue clairement avant les années 2010, aujourd'hui arrive à concurrencer les plus grands constructeurs de smartphones. Puisque, vous le voyez, en premier on a Samsung, bien évidemment,
Et en deuxième, maintenant, en 2019, on a Huawei qui va devancer Apple. Donc, on est vraiment sur une colonisation un petit peu de ce marché qui était auparavant vraiment pas du tout, qui n'intégrait pas du tout des téléphones chinois. Comment Huawei a réussi à faire cela? Déjà parce qu'ils arrivent à avoir des technologies qui sont similaires à celles des Samsung ou des Apple, mais à moindre coût, puisque généralement les téléphones sont moins chers, mais également en développant certaines technologies, notamment, vous voyez ce téléphone Huawei qui se plie en deux alors qu'il a un écran tactile. Donc voilà, c'est une forme d'innovation, hein. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, cette capacité à innover attire les consommateurs. De même pour Xiaomi, Xiaomi lance énormément d'électroménagers notamment, mais aussi de la téléphonie à bas prix avec de bonnes technologies. Et on connaît notamment Xiaomi pour ses trottinettes électriques. Donc voilà, une nouvelle forme d'innovation. Le problème de tout ce secteur du développement industriel de la Chine, etc., c'est qu'ils ont besoin de s'approvisionner en matières premières. Et donc, ils sont obligés de dépendre aussi un petit peu de certaines parties du monde, notamment l'Afrique, l'Asie centrale et le Moyen-Orient. Cependant, ils essaient vraiment de limiter cette dépendance. Et comment ils font? Ils le font notamment en investissant en Chine. C'est ce qu'on appelle la Chine-Afrique, d'accord? C'est le fait que les Chinois vont énormément investir en Afrique. Donc, vous voyez sur cette carte, donc, les cercles en orange montrent en millions de dollars, d'accord, les investissements directs étrangers de la Chine dans les pays africains. Donc, vous voyez notamment énormément au Nigeria, en Algérie, en Égypte, en Éthiopie, etc. Donc, des secteurs où, en fait, tout simplement, on a des matières premières en grande quantité, d'accord? Vous voyez également qu'on a énormément de mines ou de puits de pétrole qui sont exploités et entretenus par les Chinois. Donc, ils ont réussi à racheter quand même énormément de puits de pétrole et d'autres minéraux, etc. Vous voyez aussi qu'ils essaient globalement de même contrôler, on va dire, l'approvisionnement dans leur pays. Donc, c'est pas dépendre d'une compagnie de transport, puisqu'ils vont avoir des ports au niveau de au niveau de l'Afrique, comme Djibouti, par exemple, qui sont financés en partie par la Chine et donc qui permettent d'approvisionner la Chine directement sans passer par des intermédiaires. Bien évidemment, la puissance chinoise, elle aussi, elle va connaître des limites que je vais globalement résumer, puisqu'on l'a déjà vu sur le cours de la Chine. Déjà, comme elle est très implantée dans la mondialisation, elle va subir énormément la crise de 2008, donc, mais ça, le Japon aussi, donc c'est pas très parlant. Le problème de la Chine, c'est également, et c'est pour ça qu'on hésite souvent à la laisser dans le groupe des pays émergents, c'est que elle va avoir un niveau de développement qui est très inégal, puisqu'on va avoir des personnes extrêmement riches, mais de l'autre des personnes extrêmement pauvres. C'était le cas aussi quand on a vu l'Amérique du Brésil, d'accord, qui avait un grand écart entre les personnes les plus riches et les personnes les plus pauvres. C'est quelque chose de très similaire en Chine, bien qu'avec le temps, on commence à voir le développement d'une classe moyenne chinoise de plus en plus grande. Donc voilà, ça tend un petit peu à s'apaiser, ces différences, à se réguler. Par contre, on a 3 problèmes qui restent très très importants. Le premier, bien évidemment, les problèmes environnementaux. La Chine, un des plus gros pollueurs mondiaux, d'accord? Pourquoi? Tout simplement parce que leur production est très très intense. Et cette production, elle nécessite de l'énergie qui est énormément utilisée. De plus, voilà, vous pouvez voir dans les villes chinoises, il y a un recours systématique, par exemple, à la voiture qui fait qu'il y a énormément de pollution, etc. Donc on est vraiment sur un gros problème. Et aujourd'hui, c'est un des principaux défis de la Chine qui, si vous vous intéressez un petit peu à l'actualité, essaie de plus en plus de trouver des solutions pour pallier au problème de pollution en fait en Chine. Donc en créant des espèces de grands purificateurs d'air, en essayant de trouver des énergies alternatives, etc. On a également un problème démographique. Vous vous souvenez,
politique de l'enfant unique pour éviter d'avoir une trop grande population qui a créé un déséquilibre homme-femme. On a beaucoup plus d'hommes que de femmes en Chine. Je vous avais déjà expliqué lors du chapitre sur la Chine. Cela est dû notamment au fait que les parents préféraient avoir un garçon pour des questions un petit peu de transmission, on va dire, du patrimoine, mais aussi pour des questions de force vive, puisque dans les campagnes, il valait mieux avoir un garçon pour travailler dans les champs, entre guillemets, qu'une fille. Bien sûr, je mets des guillemets à tout ça, hein, c'était la mentalité. Mais en plus, comme on n'a fait qu'un enfant pendant des années, on a une population également vieillissante, avec un déséquilibre, comme pour le Japon, entre les actifs et les retraités, ce qui fait que voilà, on a beaucoup de problèmes de santé, financement des retraites, etc., avec très peu d'actifs. Enfin, très peu. On en a beaucoup des actifs en Chine, hein, parce qu'ils sont, ils sont très nombreux, mais on en a quand même en proportion moins que des personnes retraitées. Et enfin, troisième problème, un système politique qui reste très répressif. Et le fait que ce système politique est très répressif, ça va freiner les investissements étrangers. On va avoir du mal à s'implanter dans un pays qui reste répressif, qui a des règles très strictes sur beaucoup de points, etc. Donc ça freine aussi quelque part l'économie sur certains points. Voilà. Donc on va arrêter ici le cours d'aujourd'hui. Et du coup, la prochaine fois, nous verrons un petit peu, mis à part l'économie, d'accord, comment la Chine et le Japon rayonnent dans le monde. Et on va voir qu'en fait, justement, ce rayonnement, il est ambitieux pour les deux, mais il est aussi très inégal, puisque sur certains points, le Japon va rayonner beaucoup plus que la Chine, et sur d'autres, c'est la Chine qui va beaucoup plus rayonner. Donc voilà, je vous fais un petit teaser pour le prochain cours. J'espère que tout ceci a été suffisamment clair, que le temps plus restreint de ces vidéos vous convient mieux. Et je reste disponible pour toute question. Bonne soirée.